je voudrais quand même placer un petit mot au sujet de ces grands procès, ce procès qui défraye la chronique, ce procès qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, ces procès au cœur de l'actualité politique congolaise. Il est évident qu'on en parle tellement dans le microcosme politique national, mais autant on en parle au niveau de l'opinion nationale. Et plus particulièrement la jeunesse congolaise qui ne s'est pas manifestée indifférente au sujet de ces procès. Cette jeunesse qui a de manière visible manifesté son soutien indéfectible à l'égard du ministre honoraire, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Constant Montamba, qui est aujourd'hui déféré devant la justice. Et donc, c'est un procès qui aura, bien évidemment, des grandes incidences politiques au bénéfice de certains et au détriment des autres. Parce que, comme vous le savez, ces procès frisent un complot, ces procès frisent l'idée de pouvoir écarter un acteur dans un cadre de décision politique du pays. Et aujourd'hui, la victime qui est Constant Montamba, déjà qu'il a été éjecté du gouvernement, il a démissionné selon les procédures constitutionnellement garanties pour chaque ministre qui faisait l'objet de poursuites judiciaires préalablement autorisées au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, ce qu'il faudrait d'abord noter, dans le cas sous examen, nous félicitons quand même le progrès de la justice congolaise. C'est vrai, c'est une justice qui vacille encore au niveau de son effectivité, mais il faudrait aussi avouer que c'est une justice qui essaye d'équiter d'un point vers un autre, parce que la dimension de la retransmission des procès au niveau de médias permet au peuple congolais d'être au courant de tout ce qui se passe. Et donc, c'est une forme de redevabilité, de rendre le compte au peuple sur le comment les affaires de l'État ont été gérées. Et c'est quand même important pour un État qui se veut démocratique. Et comme vous le savez, la démocratie place l'homme, les citoyens, au cœur de tous les enjeux sociopolitiques, des enjeux économiques, des enjeux culturels. Il faudrait à chaque niveau faire participer le peuple, ou à la limite tenir au courant le peuple sur la manière de gérer la res publica. Mais dans un autre aspect, ces procès revêtent un caractère pédagogique, parce que en suivant les différentes étapes de procès, ça nous permet de comprendre certaines notions basiques de droit, ça nous permet de comprendre certaines procédures à respecter devant la justice, ça nous permet d'être en harmonie avec certains concepts utilisés par soit des praticiens de droit, soit des juristes ou des chercheurs, ou carrément des concepts que nous entendons en longueur de journée sans pour autant en avoir un contenu ou une explication claire. Donc c'est cela la dimension pédagogique du procès, ce qui est une bonne chose parce que ça permet à notre peuple d'avoir une certaine maturité eu égard aux informations obtenues au travers le procès. Mais après tout cela, il faudrait aussi insister sur les différents défis que nous devons relever en tant qu'un État qui aspire à être un État de droit. Vous savez, un État de droit est un État qui respecte un certain nombre de conditions, qui se soumet à un certain nombre d'exigences, notamment l'exigence de la loi, les respects de la Constitution, les principes d'une justice
et équitable, le principe de l'indépendance de la justice, le principe de nullum crimen nulla poena sine lege, la légalité de la peine, c'est quand même très important, le principe de la sacralité de droit de la défense, le principe de l'égalité des armes dans un procès. Et donc, tous ces principes doivent être respectés lorsque l'on veut un état de droit, un état qui se repose sur les principes directeurs, les respects de la loi. Et c'est par là que nous pouvons avoir des véritables conclusions, c'est-à-dire des véritables décisions de justice qui mettraient tout le monde d'accord pour ne pas tirer des conclusions partisanes en disant que telle décision ou tel juge a été instrumentalisé. Et donc, c'est sur cette question-là, sous cet angle-là, que nous devons, nous en tant que pays, la République démocratique du Congo, relever un certain nombre de défis. Faire quand même un certain nombre d'efforts pour que notre justice soit une justice à la portée de tous et une justice par tous. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour le procès de Constant Mutamba, où il y a eu une série de violations des textes, déjà au niveau même des instances préjuridictionnelles, et même la procédure pour la levée des immunités de celui qui est sous examen dans ce dossier, la procédure n'a pas été respectée. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions senti une certaine précipitation et même la volonté de pouvoir exposer les ministres au mépris des gens que le ministre a traqués tout au long de son mandat. Ici, je parle de certains magistrats qui ne correspondent pas à l'esprit de la République, à l'esprit de bâtir une nation autour des valeurs de justice. Parce qu'il ne s'agit pas de tous les magistrats. Certains magistrats sont corrects, certains magistrats sont honnêtes, certains magistrats essayent autant de faire des efforts pour effectivement permettre à la justice congolaise d'atteindre ne serait-ce que le seuil de crédibilité. Effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale, certaines procédures n'ont pas été respectées. Au niveau du parquet, certaines procédures n'ont pas été respectées. Et d'ailleurs, les prévenus aujourd'hui, hier inculpés au niveau du parquet, n'a pas été confronté. Et tout cela frise et dérange ce qu'on a appelé le droit de la défense étant sacré. Et cela ne permet pas aux prévenus de se prévaloir de tout le moyen nécessaire pour assurer sa défense. Et même au niveau de la Cour de cassation, nous avions senti, c'est vrai, le départ a été quand même un peu bien assuré, mais et que par la suite, les juges, certains, se sont emportés au gré des émotions et des sentiments personnels jusqu'au point de perdre les pédales. Certains juges ont tellement levé le ton qui parlaient même avec des propos désobligeants. Par la suite, le conseil du prévenu a jugé bon de récuser certains juges qui n'avaient pas une certaine commodité professionnelle et qui exprimaient une forme de haine visible à l'égard du prévenu. Une requête qui a été jugée fondée et que la Cour s'est décidée finalement de dégager ces juges-là. Et c'est les juges, c'est vrai, on dit, ils se sont déportés de manière volontaire pour permettre à cette machine qui est la Cour de cassation de suivre son cours normal. Mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur le dossier en soi.
Ce qui est évident, Constant Mutamba n'est pas poursuivi pour avoir détourné le fonds de l'État. L'infraction des détournements n'étant pas matériellement consommée, eh bien, à vrai dire, les détournements, matériellement parlant, n'existent pas. Parce que les deniers en question, ici, est bien là dans un compte et aujourd'hui géré par les services de l'État. Et donc, les deniers publics de l'État n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque détournement. Mais parce que la commission d'une infraction nécessite le concours de plusieurs aspects, notamment l'aspect matériel, l'aspect légal, mais aussi l'aspect intentionnel. Ce qui voudrait dire pour le ministère public, même si l'infraction du détournement n'a pas été matériellement consommée, mais le ministère public estime qu'il y a eu des éléments intentionnels qui tendaient vers la matérialisation de cette infraction du détournement des deniers publics. Et pour ça, le ministère public a relevé un certain nombre d'éléments qui constituent le chef d'accusation contre les prévenus Mutamba. Parmi les éléments intentionnels que les ministères publics, organes de la loi, reprochent à l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, les prévenus Mutamba, il y a notamment cette question liée au compte. Mutamba a été reproché d'avoir utilisé les comptes de l'État sans le respect des règles. Malheureusement, cet argument a été balayé par la déposition de l'ancienne ministre de la Justice et garde de Sceaux, Madame Rose Mutombo, lorsqu'elle a témoigné par rapport à l'origine même du compte, par rapport aux clés des répartitions de l'argent qui a été versé dans le compte du ministère de la Justice. Madame Rose a bien éclairé en précisant qu'il s'agit d'une somme d'argent qui vient d'un procès que nous avions remporté contre l'Ouganda, qui a payé les dommages et intérêts pour le victime des guerres à Kisangani. Et cet argent-là devrait être versé dans un compte. Parce qu'il s'agissait d'une décision de justice rendue par la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, un organe judiciaire, ne devrait que orienter ses fonds vers les ministères de la justice, ministères qui s'occupent de ces secteurs. Et une fois l'argent est versé dans le compte du ministère de la Justice, les ministères de la Justice, avec le gouvernement bien entendu, ont par la suite créé un service public qu'on appelle Frivao, qui a son compte à son tour. Et en ce qui concerne les clés des répartitions, il y avait une quotité qui devrait être retenue au niveau du ministère de la Justice et une autre partie devrait être versée dans le compte de Frivao. Ce qui a été fait, pour le ministère public, il dit, eh ben, comment un ministre de la Justice peut déplacer de l'argent qui vient du compte du ministère de la Justice vers un compte privé. Même à cette question, elle a été balayée parce que l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo, était claire quant à cette question. Il est évident, l'autorité contractante, c'est bien les ministres de la Justice, parce que le marché avait déjà obtenu l'avis des non-objections, la non, au niveau de l'organe habilité,
eh ben, il y avait un prestataire qui était à côté, ça veut dire une entreprise qui a été retenue par la voie des gré à gré. Et cette entreprise a un compte, et donc lorsque l'on veut passer à une phase d'exécution du projet, il faudrait donc verser l'argent qui quitte le compte du ministère de la Justice vers le compte de la Robank, qui était un compte abritant ce fonds-là, permettant à l'entreprise de pouvoir exécuter le projet. Ça veut dire engager les dépenses, l'achat des matériels, la paye des personnels, etc., etc. Un deuxième ou troisième élément qui a été balayé, toujours dans le propos de Madame Rose Mutombo, c'est aussi la nature de fond et même sa finalité. Parce qu'il y a eu une bouche qui disait dans l'opinion comme quoi, comment les ministres de la Justice peuvent construire une prison avec de l'argent qui a été destiné à indemniser les victimes des guerres à Kisangani. Madame la ministre de la Justice honoraire, Madame Rose Mutombo, a été très claire lorsqu'elle a parlé justement des clés des répartitions. Ça veut dire que cet argent a été versé au ministère de la Justice, mais il y avait une clé des répartitions, il y avait une quotité qui était prévue pour le ministère de la Justice et une part qui devrait être versée dans le compte de Frivao pour indemniser les victimes des guerres à Kisangani. Et donc, cet argent, la quotité du ministère de la Justice consiste justement à faire des travaux qui concernent les ministères de la Justice. Ça veut dire s'il y a un projet ou s'il y a un besoin exprimé par les ministères, eh ben, on peut exécuter ce projet ou ce besoin à travers le fonds ou la quotité qui a été réservée au ministère de la Justice. Et donc, voilà les trois points majeurs qui soutenaient l'argumentaire du ministère public pour justifier l'élément intentionnel à charge du prévenu Mutamba. Ces éléments-là ont été élagués. Un autre élément de plus que le ministère public a toujours soutenu pour justifier l'intention de détourner les deniers publics, c'est même la question de l'inexistence de la société Zion. Pour le ministère public, c'est une société qui n'existe pas. C'est une société qui n'a pas de personnel. C'est une société qui n'a pas d'adresse. Heureusement, pour le parti, c'est-à-dire le ministère public et les prévenus, tous deux avaient quand même sollicité la comparution de certains témoins ou renseignants. Bien avant cela, il y a eu même, ça c'était les besoins de la Cour, la comparution de deux experts. Un expert sur la question de passation de marché public, mais aussi un expert délégué du ministère de l'ITPR, qui avait expliqué les aspects techniques qui devraient être pris en compte dans l'exécution de ce projet. Déjà au niveau de l'expert des passations des marchés publics, lui aussi à son niveau avait déjà élagué un certain nombre d'éléments évoqués par les ministères publics, notamment la question de la saisine du Premier ministre, la question de l'option de gré à gré en lieu et place de l'appel d'offres, parce que les prévenus avaient présenté les caractères urgents et sécuritaires. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'argument de la défense lorsque il démontrait les caractères sécuritaires, qui du reste est un caractère urgent d'une prison. On ne peut pas soumettre un projet de construire une prison à la portée de plusieurs
prestataires qui arrivent solliciter les marchés. Parce que dans la construction d'une prison, il y a un plan de la prison qui doit être à la portée de tout le monde. Or, le plan d'une prison ne peut pas être à la portée de tout le monde parce que ces plans-là relèvent d'une dimension éminemment sécuritaire. Ce qui explique les caractères urgents et ce qui explique également l'option de gré à gré en lieu et place de l'appel d'offres. Et donc cet élément-là, encore une fois de plus, a été élagué. Il y a même celui qui a renseigné pour le compte du ministère de l'ITPR, parce que l'on voudrait savoir si M. Mutamba avait fait part à certains organes. Il me semble que, d'après les renseignants du ministère de l'ITPR, effectivement, M. Mutamba avait écrit au ministre de l'ITPR. Et dans la lettre, les libellés expliquent de manière claire que M. Mutamba avait saisi le ministre de l'ITPR pour solliciter l'expertise technique du ministère dans la construction de cette prison de Kisangani. Il y a eu même une question de la part de la Cour, celle de savoir si il existe une disposition dans le texte qui organise ou qui détermine les attributions des ministères dans notre pays, s'il y a une condition impérative qui ne permet pas au ministère de la Justice d'exécuter un projet de construction d'un édifice public. L'expert de l'ITPR a été très clair. Il a répondu en disant chaque ministère a la compétence de pouvoir exécuter un projet. Mais seulement lorsqu'il s'agit d'un projet qui concerne les secteurs de l'ITPR, il faille pour le ministère en question d'associer l'ITPR pour avoir l'expertise technique. Ce qui a été le cas pour les prévenus Mutamba, parce que je l'ai dit tantôt, il avait écrit au ministre des ITPR pour solliciter l'expertise du ministère par rapport à la construction de cette prison. Malheureusement, la lettre qui était venue au ministère de l'ITPR, il y a eu même accusé-réception. Malheureusement, jusqu'à ce jour, le ministère de l'ITPR n'a jamais réservé une réponse à son collègue ministre par rapport à sa demande. La question pourquoi, on ne sait pas. Est-ce cela est normal? Est-ce on peut trouver normal le fait pour un collègue, membre du gouvernement, ministre de la Justice, ministre d'État, qui saisit son collègue, ministre du gouvernement, sans que ces derniers ne réservent une réponse à son collègue qui l'a saisi par la voie administrative, c'est-à-dire par la voie d'une correspondance administrative. Je pense que la réponse, elle est très claire, ce n'est pas normal. Mais qu'à cela ne tienne, même cet élément-là a aussi été élagué parce que les deux experts ont déposé en réalité en faveur du prévenu Mutamba. Alors, en ce qui concerne maintenant, je voudrais même entamer cette dimension de la réflexion. En ce qui concerne la société Zion, pour le ministère public, il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas de personnel, l'entreprise Zion n'existait pas, ce n'était qu'une entreprise fictive et créée
pour le besoin de la cause, créé de manière circonstancielle, juste pour tirer bénéfice parce qu'il y avait intention de détourner. Aujourd'hui, il y a eu un témoin, notamment le directeur général des guichets uniques, qui était passé faire sa déposition, et dans sa déposition, le DG du guichet unique a bel et bien reconnu l'existence juridique de l'entreprise Zion. Encore une fois, il faudrait placer une nuance qui émanait du directeur général des guichets uniques lorsque la question lui avait été posée par la Cour de faire la différence entre la création d'une entreprise et sa viabilité. Et le DG était très clair. Il a répondu en ce qui concerne l'effectivité juridique de l'entreprise. Eh ben, l'entreprise est juridiquement réelle parce qu'elle existe dans les bases des données des guichets uniques. L'entreprise a réuni toutes les conditions de création d'une entreprise d'après la législation congolaise. Mais quant à la viabilité de cette entreprise, cela ne concerne pas les guichets uniques. Parce que les guichets uniques, une fois octroyés les documents nécessaires pour que l'entreprise opère, les restes ne les concernent pas. Et donc, cet élément-là, que l'entreprise n'existe pas, encore une fois, cet élément a été balayé. Mais en ce qui concerne maintenant sa viabilité, en parlant de la viabilité, nous comprenons par là le fonctionnement de l'entreprise Zion, les personnels de l'entreprise Zion et même son adresse. Déjà, en ce qui concerne l'adresse, je pense que c'est un faux débat. Le prévenu Moutamba était revenu dessus. Vous ne pouvez pas créer une entreprise au guichet unique sans pour autant remplir la condition de siège social. Vous devez avoir un siège social pour que votre entreprise soit légalement constituée. Ça veut dire qu'il y a une adresse qui existe. Maintenant, cette adresse, elle est où? L'entreprise loge ses bureaux où? Il se peut qu'un autre témoin était venu. C'est une dame. Elle aussi, à son tour, a présenté des éléments qui confirment que, effectivement, l'entreprise Zion logeait ses bureaux dans un appartement en ville, un appartement qui était géré par la renseignante d'aujourd'hui qui a déposé son témoignage ou ses renseignements à décharge du prévenu Moutamba. Ça veut dire l'adresse existe, mais aussi un autre élément de preuve qui confirme qu'effectivement l'adresse existe. Lorsque l'on a invité les responsables de la société Zion, parce qu'on les avait aussi invités soit comme témoins, soit comme renseignants, c'est les parquets qui étaient allés déposer la lettre dans l'entreprise où logent les activités des Zion, dans l'entreprise des Zion. Et l'entreprise avait même répondu sur son indisponibilité de pouvoir venir à l'audience d'aujourd'hui. Si le parquet arrive à saisir la société Zion, à déposer une lettre à la société Zion dans une adresse que le parquet connaît d'avance, alors le débat autour de l'adresse de la société Zion devient un débat inutile. Encore une fois, un autre élément intentionnel évoqué par le ministère public était totalement tombé. Je poursuis ici, je voudrais vraiment présenter les éléments parce que tout tourne autour des éléments intentionnels. C'est par rapport aux éléments intentionnels que Moutamba serait
acquitté ou condamné. Si les éléments intentionnels existent, eh bien, M. Moutamba serait condamné par la Cour. Mais si les éléments intentionnels n'existent pas, la Cour aura bel et bien l'obligation d'acquitter M. Moutamba pour n'avoir pas délibérément exprimé l'intention de détourner les deniers publics de l'État. Il y a même, il y a eu aussi les secrétaires généraux, les patrons de l'administration au niveau du ministère de la Justice, lui aussi à son tour, était passé pour déposer son témoignage. La première question de la Cour, est-ce à votre niveau, vous avez été informé ou vous étiez au courant d'un projet consistant à construire une prison à Kisangani? Le secrétaire général du ministère de la Justice a dit non. Il n'a pas été au courant. Mais malheureusement, lui-même, dans sa déposition, reconnaît quand même une fois où le ministre de la Justice l'avait appelé et lui a chargé d'aller enquêter sur le site à Kisangani, parce qu'il semblerait qu'il y avait un conflit autour de ces sites, et il a chargé donc les secrétaires généraux du ministère pour s'enquérir de toutes les informations liées à ces prétendus conflits. Et les secrétaires généraux a dépêché ces gens sur terrain et il a dressé un rapport. Premier élément à retenir au niveau du secrétaire général du ministère de la Justice, lui qui au départ disait qu'il n'avait pas été au courant et que par la suite, il dit, les ministres lui avaient appelé pour s'enquérir de toutes les informations autour du site qui consistait à construire une prison à Kisangani. D'avoir des informations par rapport à un conflit. La Cour a précisé en posant une question, mais n'est-ce pas une façon de vous informer? Et là, le secrétaire général n'avait pas de mots. Une autre question, ça encore, j'ai beaucoup aimé parce que, vous savez, lorsqu'on est au pénal, il faudrait veiller sur la subtilité, sur le détail. La Cour a posé une question au secrétaire général. Souvenez-vous de la date à laquelle les ministres vous avaient appelé pour vous charger d'aller enquêter sur le conflit autour de cet espace. Le monsieur a dit, oui, je me rappelle, c'était le 12 mars 2024. Et on poursuit encore par une autre question complémentaire. La Cour lui pose une autre question. Quand est-ce que vous lui avez dressé le rapport par rapport à la mission qu'il vous avait confiée? Eh bien, non, il avait dit, les ministres l'avaient appelé le 11 mars et que lui, par la suite, a déposé les rapports par rapport à la mission que le ministre lui avait confiée. Il a déposé les rapports le 12. Donc, comprenez que dans un espace d'un seul jour, monsieur le secrétaire général a dépêché les gens sur terrain à Kisangani, ces gens ont mené des recherches et que dans cet espace d'un seul jour, il a eu tous les éléments et il a dressé les rapports au ministre. Ça encore, ça n'a pas ni rassuré la partie prévenue, ni rassuré la Cour, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un espace de quelques heures, pour une mission qui nécessite une descente sur terrain dans une province, et établir les rapports
en moins de 24 heures. C'est quand même flou. Et aussi, on a posé une question à monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice. Est-ce que vous aviez déposé ces rapports au ministre de la Justice, Constant Mutamba? Il dit oui. Pourtant, les ministres reconnaissent n'avoir reçu aucun document dans ce sens venant du secrétaire général du ministère. La Cour poursuit avec sa question. Vous lui avez remis ces rapports par quel moyen? Le monsieur qui dit, je lui avais envoyé le rapport par WhatsApp. Ce qui frise une grande légèreté pour un secrétaire général qui a une mission administrative, qui sait pertinemment la valeur d'une démarche administrative. Et lorsqu'il dit qu'il avait envoyé le rapport par WhatsApp, cela est tellement flou. Mais aussi, un autre élément, c'est que le ministère public continue de soutenir que le projet sur la construction de la prison à Kisangani, c'est un projet qui voudrait planer dans les vides, parce que les terrains même n'existent pas. Pour lui, les terrains où on devait ériger cette prison-là n'existent pas. Alors, sur quel terrain les ministres de la Justice voulaient construire une prison à Kisangani? Heureusement, même pour cette question-là, on avait déjà fait appel à une structure dans la faculté de Polytechnique à l'université de Kinshasa. C'est un laboratoire d'études qui avait mené des études des terrains, les études de sol sur cet espace-là. Et les professeurs là, chefs du laboratoire d'études, étaient devant la cour et a fait sa déposition. Encore une fois, cet élément-là a été élagué parce que le professeur a bien confirmé qu'effectivement, il y a l'existence d'un espace, parce que nous étions descendus sur le terrain et nous avions mené des études de sol pour voir si toutes les conditions étaient réunies à pouvoir construire une prison. Et donc, vous comprenez que tous les éléments soutenus par les ministères publics pour justifier sa thèse des tentatives de détournement, tous ces éléments étaient élagués. Bref, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour tentative du détournement du moment où il a saisi pratiquement tous les organes. Il les a tenus informés dans un esprit de transparence pour les associer dans la matérialisation de ces projets aussi importants. Déjà, je rappelle que c'est depuis l'époque coloniale, notre pays n'a pas construit une prison de plus. Une prison, au vrai sens du terme, ça n'a jamais eu lieu. Alors qu'il y a autant de prisonniers, il y a d'ailleurs, lors des états généraux du secteur de la justice, les ministres avaient même présenté une grande statistique des cas de décès des prisonniers qui meurent par étouffement, qui meurent par effet de promiscuité, simplement parce que il y a surpeuplement dans la prison centrale de Makala. Donc il y avait nécessité de désengorger, et même d'ailleurs Madame Rose Mutombo l'a même évoqué dans la partie Est, la plupart de prisonniers de Goma, de Nord Kivu, Sud Kivu, la plupart de ces prisonniers sont orientés vers Kisangani parce que
dans le nord et dans le sud Kivu, il n'y a pas de grande prison pour abriter tous ces prisonniers. Encore que ces prisonniers-là ont une nature militaire. Dans bien de cas, ce sont des militaires. Et vous imaginez, là où il y a beaucoup de militaires, comprenez qu'il y a plusieurs tentatives d'évasion. Même au niveau de Kisangani, la prison qui existe, déjà que c'est une prison qui est au cœur du centre-ville, ce qui n'est pas bon, et une prison qui devient de plus en plus peuplée, et donc il y avait nécessité de construire une nouvelle prison à Kisangani pour désengorger. Et c'était ça, la vision du ministre de la Justice dans le cadre de ces réformes qu'il avait initiées après même les États généraux, qui étaient une étape de diagnostic du secteur, et cette fois-ci, on devrait passer à une étape de thérapie, de proposition de solutions idoines par rapport aux problèmes posés dans les secteurs. Mais malheureusement, les solutions, la manière de faire du ministre de la Justice n'a pas plu à certains. Beaucoup l'ont traité des populistes, comme si le fait d'être populiste est un péché, comme si dans ce gouvernement, il n'y a pas de populistes. On l'a traité de quelqu'un qui veut s'accrocher aux effets des réseaux sociaux. Et donc, comprenez qu'il y avait toutes ces accusations-là. Encore qu'il y avait un véritable front entre les ministres de la Justice qui avaient administré une thérapie de choc contre les magistrats véreux, contre ceux-là qui ne permettaient pas à l'appareil judiciaire congolais de fonctionner normalement. Et donc, il y a eu tout ce qu'il y a eu, et vous avez entendu tous les éléments, et aujourd'hui, la Cour venait d'éclore la phase d'instruction. Il ne reste que la phase de plaidoirie, là où les avocats vont davantage s'étendre dans la démonstration de principes généraux de droit, des jurisprudences seront évoquées, la doctrine également, l'équité, la coutume, il y aurait des dispositions qui seraient évoquées. Il est vrai, on viendrait encore dans le détail, dans la relation de fait, dans la partie plaidoirie, et de l'autre côté, le ministère public va devoir présenter son réquisitoire, et que après, ce serait la décision de juge, la dernière étape. Alors, je pense que nous tous nous suivons ce procès. Il y a eu des témoins qui ont témoigné à décharge, mais je voudrais quand même vous rassurer, nous qui observons la température de l'opinion nationale, il y a aussi un peuple qui témoigne à décharge. Et donc, la Cour doit faire preuve de toute impartialité, parce que la décision que cette Cour prendra serait un véritable gage pour soit garantir davantage l'efficacité de la justice congolaise, soit ce serait un gage qui finalement va détruire l'image de notre pays, surtout que ce procès est retransmis en direct. Il y a des médias nationaux, tout comme des médias internationaux, qui relayent, qui nous regardent, qui regardent le niveau de la maturité de la République démocratique du Congo. Eh bien, cela va de soi à l'image et à la crédibilité de notre pays. Que la justice, la vraie, soit dite, et je pense le peuple congolais serait apaisé.